Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux pour ce webinaire qui est organisé par le CRES, le Comité régional d'éducation pour la santé, et le GREN, Réseau régional pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, avec le soutien financier de la DREDS Provence-Alpes-Côte d'Azur et en partenariat avec la DRAF et l'ADEME Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire un bref rappel de quelques règles pour vivre ce webinaire de manière optimale parce que nous sommes un peu plus de 150 personnes qui se sont inscrites, donc ça nécessite un certain cadrage quand même. Donc nous vous demandons de bien vouloir désactiver vos micros et caméras pour soulager la bande passante. Et si vous souhaitez poser une question ou réagir aux échanges, sachez qu'à la fin de chaque intervention, des temps de questions-réponses sont prévus et vous pourrez donc poser vos questions dans le chat. De plus, sachez que tous les supports qui vous sont présentés cet après-midi vous seront ensuite fournis en format informatique. Donc ce webinaire, il est réalisé dans le cadre du programme Mieux manger pour tous et il fait partie d'un cycle composé de 2 webinaires. Donc le premier, il a été organisé le 3 juillet. Le replay est disponible sur les sites du CRES et du GREN. Et ces 2 webinaires s'inscrivent dans le cadre des réseaux Précalim, réseau régional de lutte contre la précarité alimentaire, et Educalim, réseau régional de l'éducation à l'alimentation durable et au goût, que nous allons vous présenter dans quelques instants. Alors je me présente, je suis Karine Pierson, je suis chargée de projet au GREN. Le GREN, c'est le réseau régional d'éducation à l'environnement et au développement durable, et il a pour objectif la promotion et le développement de l'éducation à l'environnement et au développement durable à travers l'animation du réseau, la professionnalisation des acteurs et la diffusion de l'information. Et je laisse la main à Hélène pour se présenter. Donc, je me présente, je suis Hélène Milan, chargée de projet au CRES, le Comité régional d'éducation pour la santé. Je suis également co-coordinatrice du réseau Educalim que je vais vous présenter un peu plus tard. Le CRES, en 2 mots, donc c'est un centre de ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique. Alors, je laisse la main à Gaëlle Lours afin qu'elle se présente. Oui, bonjour, je suis Gaëlle Lourdes, je suis responsable de la gestion documentaire et coordinatrice d'activités santé et environnement. Je vous accompagnerai durant le webinaire pour mettre quelques références bibliographiques dans l'espace de conversation, dans le chat. Et il y aura une bibliographie également qui vous sera envoyée après, en même temps que les autres supports. Merci. Merci Gaëlle. Alors, les objectifs du webinaire, c'est approfondir ses connaissances sur la notion d'alimentation durable et les leviers qui permettent de concilier les différents enjeux de l'alimentation durable chez les personnes précaires, identifier les principales réglementations liées à l'alimentation durable pour toutes et tous et découvrir une action de terrain inspirante et reproductible. Concernant le programme, donc le webinaire va durer 2 heures. Nous allons commencer par une présentation du contexte régional avec Peggy Bucas de la DRAF. Sandrine Faure du réseau Précalim interviendra par la suite pour parler du réseau Précalim et du programme Mieux manger pour tous. Sandrine va également apporter des précisions sur quelques chiffres en lien avec la précarité alimentaire. Avec Karine, nous présenterons le réseau Educalim et quelques définitions. Florent Vieux de MS Nutrition va apporter des précisions ou plutôt des éclairages scientifiques sur l'articulation des 4 enjeux de l'alimentation durable avec des éléments spécifiques aux personnes précaires. Peggy Bucas et Clara Vigan de la DRAF vont par la suite aborder les réglementations qui vont permettre de garantir une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous. Et nous terminons notre webinaire avec Rémi Giorgioni du CCAS de Moinsartou qui nous fera un retour d'expérience. Nous laissons maintenant la parole à Peggy Bucas de la DRAF, qui est chargée de mission pôle politique de l'alimentation à la DRAF. Peggy va nous présenter le contexte régional de ce webinaire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Déjà vous dire que moi je vous parle depuis la DRAF, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, que nous sommes avec Clara Vigan au sein du pôle politique de l'alimentation qui est en charge de la question de la mise en œuvre du programme national de l'alimentation à travers les 2 leviers que vous présentera Clara tout à l'heure, mais déjà pour vous situer. Donc on voulait un peu rezoomer, même si ça a déjà été présenté lors de la première session de webinaire, le cadre régional, puisqu'il y a la particularité en PACA d'avoir un maillage à l'échelle régionale qui nous permet de pouvoir être le plus efficace possible avec des instances régionales, administratives, institutionnelles qui sont réunies au sein de la Coalim, donc qui permet d'accompagner les projets d'alimentation durable et qui recueille, en fait, qui réunit les institutions qui ont dans leur portefeuille des missions
missions liées à l'alimentation durable et des financements qui nous permettent d'être complémentaires les uns avec les autres. Donc cette coalim, elle réunit la DRAF, la DRETS. Alors c'est plein d'acronymes, ils sont détaillés sur la diapo. Pour pas faire trop long, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas tous les diapos permettront de bien se rappeler des acronymes. Donc la DRETS est social, l'ADREAL pour l'entrée aménagement, l'ARS pour l'entrée santé, l'ADEME, l'agence donc pour le volet adaptation, atténuation liée au changement climatique, et puis la région qui nous permet de travailler en concertation aussi avec les collectivités. Comme je disais, on vous détaille le fait que nous, on essaye de pouvoir travailler tous de manière concertée, mais aussi que vous ayez des personnes contacts identifiées lorsque vous avez des projets que vous voulez soumettre à l'une et l'autre des instances et des institutions, mais aussi lorsqu'il est nécessaire, du coup, nous, de pouvoir nous concerter entre nous pour favoriser une meilleure utilisation et portage des différents projets. Donc, en fait, le maillage régional, avec cette coalim, on a essayé aussi de le construire pour apporter, à travers des réseaux thématiques régionaux, du soutien thématique et méthodologique aux porteurs de projets et aux acteurs qui sont en lien avec les questions d'alimentation durable. Et donc, du coup, il existe 4 réseaux régionaux, tous animés avec une animatrice, une personne ressources et contacts. Donc il y a le réseau Précalim qui va vous être présenté, le réseau Educalim également, donc qui sont les deux réseaux copartenaires d'organisation de ce webinaire. Donc pour parler précarité alimentaire et éducation à l'alimentation, on a fait en sorte d'avoir des réseaux avec des noms compréhensibles. Et puis il y a le réseau Régalim qui est aussi un réseau crucial et stratégique pour nous, avec des liens et des interrelations entre ces différents réseaux. Le réseau Régalim, c'est pour tout ce qui est la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire. Ces 3 réseaux sont aussi complétés par un réseau avec une entrée là plus par entité d'acteurs et de projets. Ce sont les projets alimentaires territoriaux. En région PACA, on en a une trentaine, 29 exactement. Et donc, il y a un réseau régional qui permet de faire en sorte qu'ils puissent être en relation et en co-construction de projets parfois. Et tout ça, en fait, nous permet, à travers également des plateformes. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez avoir beaucoup d'informations en étant inscrit sur les plateformes régionales. Et donc là, de la même manière, n'hésitez pas à vous adresser aux différentes chargées de mission régionales en charge de l'animation de ces réseaux. Pour revenir au PAT, vous voyez que la région n'est pas totalement couverte, mais quand même globalement bien couverte en projets alimentaires territoriaux, qui sont des projets qui ont toute leur importance, d'autant plus dans notre sujet du jour qui est aussi beaucoup l'enjeu de comment faire en sorte de favoriser les coopérations entre acteurs, puisque le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui doit être pris de manière transversale et systémique. Et donc, il faut casser les fonctionnements en silo des différents acteurs. Et les PAT, ces projets alimentaires territoriaux, ont cette vocation de pouvoir faciliter une approche et une définition des actions et des enjeux sur un territoire en favorisant le travail commun et la construction de projets collectifs entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Ces PAT ont dans leurs différentes missions, puisqu'elle est très encadrée, ils sont labellisés, ils doivent répondre à un certain nombre de critères définis dans le cadre d'une directive nationale. Ils ont dans leur mission le fait de pouvoir développer ce qu'on appelle leur volet justice sociale, c'est-à-dire de clairement travailler pour la question de réduire la précarité alimentaire et donc lutter contre la précarité alimentaire en s'entourant et en travaillant avec les acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire. On vous transmettra à l'issue du webinaire le diaporama et du coup aussi le fichier source avec les coordonnées de tous les animateurs des PAT. Comme ça on veut vraiment permettre de faciliter la mise en lien, les contacts, d'avoir une meilleure connaissance des acteurs sur chaque territoire. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je sais que certains étaient inscrits aujourd'hui et sont présents lors du webinaire. Je vous remercie. Merci Peggy pour toutes ces précisions. Donc nous allons maintenant passer la parole à Sandrine Faure, qui est chargée de mission appui animation du réseau Précalim, réseau régional de lutte contre la précarité alimentaire pour la DRETS. Et Sandrine va vous présenter le réseau Précalim et évoquer le programme Mieux manger pour tous. Alors merci à Peggy. Je prends la suite après Peggy. J'espère que je vais aller aussi vite que Peggy. Donc le réseau Précalim aura 2 ans d'existence en fin d'année. Nous nous sommes dotés d'une identité visuelle que vous voyez au-dessus là de la diapo lors de la journée
du réseau le 25 juin dernier et cette identité a été choisie par sondage par les membres du réseau. Ce réseau, il a été impulsé suite au déploiement du programme Mieux manger pour tous en PACA. Il y avait une cinquantaine de projets financés en 2023. Ça a fait émerger la nécessité de les fédérer. Il est composé près de 600 membres à ce jour. Alors, il permet de rassembler, mobiliser, coordonner une diversité d'acteurs agissant dans la lutte contre la précarité alimentaire. On a des institutions, des associations, on a très peu d'acteurs agricoles, des collectivités et des antennes de réseau. Et les acteurs agricoles sont essentiels pour la coopération dans ce domaine. Les objectifs du réseau sont donc de créer de l'interconnaissance entre les acteurs, de favoriser le partage d'initiatives, des retours d'expérience pour inspirer les projets, promouvoir les synergies d'action et les coopérations pour améliorer, amplifier les actions de lutte contre la précarité alimentaire et puis valoriser et mettre en lumière les actions de lutte contre la précarité alimentaire, mais aussi les acteurs qui les portent et les mettent en place. Alors, on a plusieurs rendez-vous qui s'inscrivent dans ces objectifs. On a une journée de rencontre entre acteurs en plénière qui s'est déroulée, donc la deuxième, a eu lieu le 25 juin dernier, comme je vous disais, à Montrieux, le hameau à Méhoun. L'objectif de cette journée, c'était donc de fédérer les acteurs, de favoriser l'interconnaissance entre eux et surtout de développer la coopération dans la lutte contre la précarité alimentaire, comme le précisait Peggy tout à l'heure, dans le but de favoriser une approche systémique. On a aussi des webinaires thématiques avec des thèmes en particulier. Sur cette fin d'année, nous n'en ferons pas. On va privilégier le travail sur d'autres sujets pour l'année prochaine. Et puis, on monte aussi des ateliers accélérateurs de projets. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place pour aider les acteurs au sein de leur projet quand les acteurs ont des problématiques à résoudre ou simplement un besoin de prendre du recul par rapport à leur projet. Et on fait intervenir des pairs lors d'un moment en visio pour pouvoir s'inspirer les uns les autres et aider l'acteur qui a une problématique en particulier. Donc, un petit appel à ce niveau. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez une problématique en particulier ou un projet où vous avez du mal à prendre de recul et où vous avez besoin de retour d'expérience, n'hésitez pas à me contacter. C'est très facile à mettre en place. On se parle, on échange sur le contexte. Et puis, on lance l'atelier. Et puis, on a aussi une plateforme collaborative, donc qui est sur la plateforme collaborative de l'ADEME. On a un espace qui est dédié tout particulièrement au réseau Précalim et notamment un wiki qui s'appelle Lutte contre la précarité alimentaire, où vous pouvez retrouver donc des informations, des partages de documents. Et vous pouvez, vous aussi, aller partager des informations au sein du réseau. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur cette plateforme, n'hésitez pas là aussi à revenir vers moi. Et puis, pour finir, je crois que Peggy l'a dit, le réseau est donc porté par la DRETS PACA et il est soutenu par le COPIL qui est formé donc des membres de la coalition. Alors, le programme Mieux manger pour tous. Donc, il est issu du plan d'action pour la transformation de l'aide alimentaire qui a été mis en place dans le cadre du COCOLUPA, qui poursuit ses objectifs donc de politique de lutte contre la précarité alimentaire. Il y a eu donc un fonds en 2023 qui a été mis en place, dont le budget est de 60 millions d'euros. Le programme, il se décline donc en 2 volets, national et local. Les objectifs portés par ce fonds sont donc améliorer la qualité nutritionnelle et gustative de l'approvisionnement en denrées de l'aide alimentaire, soutenir la participation et l'accompagnement des personnes en situation de précarité alimentaire, permettre le renforcement et la transformation des dispositifs locaux de lutte contre la précarité alimentaire et réduire l'impact environnemental du système d'aide alimentaire. Et les projets financés, donc dans ce cadre-là, doivent s'intégrer dans un ou plusieurs de ces axes. Il y en a 4. Le premier, je vous les rappelle, je suis désolée si c'est un rappel pour ceux qui étaient là donc au webinaire du 3 juillet, c'est ça. L'axe 1, c'est le développement des alliances locales. L'axe 2, la participation aux actions de lutte contre la précarité alimentaire au sein des PAT. C'est ce que précisait Peggy. L'axe 3, le soutien aux expérimentations portant la transformation de l'organisation de lutte contre la précarité alimentaire, telles que des transferts monétaires ou des expérimentations en matière de fourniture de paniers solidaires ou des groupements d'achat. Et l'axe 4, c'est l'amélioration de la couverture des zones blanches. Alors, au niveau général, ce programme, il finance 478 projets. Au niveau des chiffres, en 2023, on était à près de 20 millions. En 2024, 700 projets avec 29 millions. Et en 2025, 555 projets avec 23 millions. En 2024, 10 millions de plus ont été répartis sur le volet local. Et à ce jour, on a une enveloppe équilibrée
au niveau national, de 40 millions pour le volet local et 40 pour le volet national. Ce programme est destiné donc à progresser jusqu'en 2027 de 10 millions par an au niveau national. Certaines régions, donc, à partir de ce programme, ont mis en place une animation régionale qui est financée sur la base des 1% de l'enveloppe, et c'est le cas du réseau Précalim. Il est financé justement par le programme Mieux manger pour tous. Alors au niveau PACA, qu'est-ce qui se passe pour le programme Mieux manger pour tous ? Donc, je vous disais tout à l'heure, le réseau Précalim a été impulsé suite au financement de ce programme sur la région. Donc, on a eu 51 projets pour un montant d'1,7 million. En 2024, 62 projets pour un montant de 2,5 millions. Et en 2025, on a une enveloppe de 3,3 millions. Ça n'a pas été un appel à projet qui a été lancé là en 2025, en juillet 2025, pardon, parce que au niveau de la DRETS, on est limité en ce moment au niveau des ressources et des moyens suite au départ de notre chargé de mission. Mais c'est un financement qui s'est fait de gré à gré avec une remontée par les dettes. On a eu 46 projets en plus et ils sont en cours d'instruction. Sur 2026 et 2027, le montant, on espère que le montant sera au moins égal que celui de 2025, sauf les perturbations pour la loi de finances. Voilà. Une petite nouveauté sur 2025, on a eu la possibilité de financer des achats. Ces achats-là étaient à évaluer en proportion du projet, de chaque projet. Et en termes d'évaluation, donc on vient de terminer une évaluation qui s'est finie en juin 2025. Et au niveau national, donc l'agence phare a été mandatée pour essayer de mettre en place une typologie et recueillir des infos précises pour la construction d'un outil qui serait plus ou moins, comment on peut dire, uniforme. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le programme Mieux manger pour tous. J'espère que j'étais aussi efficace que Peggy. Oui, merci Sandrine, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais vous présenter rapidement le réseau Educalim, qui est le réseau régional de l'éducation à l'alimentation durable et au goût en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ce réseau, il est co-coordonné par le CRES et le GREN et financé par la DRAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'objectif général de ce réseau, c'est de développer une dynamique au niveau de la région qui permet la mise en place d'actions en éducation à l'alimentation durable et au goût. Et nous avons 3 sous-objectifs. Le premier, c'est favoriser les échanges et le partage d'expériences, donc à travers diverses actions, comme par exemple l'organisation de webinaires et de colloques régionaux. Le deuxième sous-objectif, c'est favoriser la communication sur les actions en éducation à l'alimentation durable et au goût en région. Et pour atteindre cet objectif, on a élaboré un répertoire qui rassemble des informations sur les acteurs de la région qui mettent en place des actions en éducation à l'alimentation durable et au goût. Et le troisième sous-objectif, c'est professionnaliser des acteurs éducatifs de la région afin qu'ils deviennent eux-mêmes relais de l'information. Et pour atteindre cet objectif, on organise tous les ans des journées de professionnalisation sur l'éducation au goût. Donc, les prochains événements du réseau, nous avons un webinaire régional qui est prévu le 18 novembre 2025. L'intitulé, c'est « À table avec les enfants, agents de restauration et animateurs, acteurs clés de l'éducation à l'alimentation durable et au goût ». Nous avons un colloque régional qui est prévu début 2026 et une journée de professionnalisation éduquée au goût niveau initiation qui est prévue en avril-mai 2026. Nous allons passer à la présentation de quelques définitions. Ce sont des définitions de termes clés qui vont nous intéresser durant cet après-midi. Je vais commencer par la présentation de l'alimentation durable. Je ne vais pas rentrer dans les détails car Florent Vieux vous apportera plus de précisions sur cette définition lors de son intervention. Je veux simplement donc dire que selon la FAO, que les régimes alimentaires durables contribuent 1. À protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. 2. Sont culturellement acceptables. 3. Économiquement équitables et accessibles. Et 4. Nutritionnellement sûrs et sains. Donc ces 4 principes ou ces 4 enjeux sont illustrés dans le schéma. Le premier enjeu, c'est nutrition santé. Le deuxième, c'est environnement. Le troisième, c'est socio-économique. Et le quatrième, socio-culturel. Alors moi, je vais vous donner la définition de la lutte contre la précarité alimentaire. C'est favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes et elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Et l'aide alimentaire,
Donc l'aide alimentaire, fournir des denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide qui vise à répondre aux besoins en volume tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, est apportée tant par l'Union européenne que par l'État ou toute personne morale. Voilà, donc nous allons de nouveau laisser la parole à Sandrine Faure, chargée de mission appui animation du réseau Précalim, réseau régional de lutte contre la précarité alimentaire pour la DRET. Et Sandrine va vous présenter quelques chiffres sur la précarité alimentaire. Oui, merci Karen. Hélène, je crois que c'est toi qui as donné la définition de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc là, on souhaitait faire un petit rappel de ce que c'était la précarité alimentaire. De quoi parle-t-on en fait? Alors, il n'existe pas de définition officielle de la précarité alimentaire. Le recours à ce concept en France témoigne d'une lecture sociale des difficultés d'accès à l'alimentation. On parle plutôt à l'étranger d'insécurité alimentaire dans une perspective nutritionnelle. Donc, vous avez là la définition de la FAO que je vais vous lire. Une personne est en situation d'insécurité alimentaire lorsqu'elle n'a pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine. Cela peut être dû à l'indisponibilité de nourriture et ou au manque de ressources pour se procurer de la nourriture. L'insécurité alimentaire, elle peut être ressentie à différents niveaux de gravité et la FAO le mesure à l'aide de l'échelle de mesure d'insécurité alimentaire vécue qui est le FIES, qui est le Food Insecurity Experience Scale, qui est présenté là ci-dessous. Il y a un modèle d'enquête pour mesurer l'insécurité alimentaire qui compte 8 questions clés. Je vais vous les lire. À un moment donné, au cours des 12 derniers mois, vous trouvez dans une situation où, faute d'argent ou d'autres moyens, vous avez été inquiet de ne pas avoir assez à manger, vous ne pouviez pas manger des aliments nourrissants et bons pour la santé, vous mangiez presque toujours la même chose, vous avez dû sauter un repas, vous n'avez pas mangé autant qu'il aurait fallu, il n'y avait plus rien à manger à la maison, vous aviez faim, mais vous n'avez pas mangé et vous n'aviez rien à manger de toute la journée. Donc cette série de questions, en fait, elle compose une échelle qui couvre plusieurs degrés d'insécurité alimentaire et c'est le graphe que vous avez là représenté ci-dessous. Je voulais rajouter le fait que la précarité alimentaire ne constitue pas donc un phénomène homogène qui ne se manifeste pas de la même façon dans la vie des personnes concernées. Il n'existe pas de profil type, elle peut toucher tout un chacun dès lors qu'une personne cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité qui peuvent être d'ordre économique, sociaux ou encore liés au milieu de vie. C'est pourquoi on parle des précarités alimentaires. Et elle est donc difficilement appréhendable à partir d'une donnée unique. Donc on a plusieurs indicateurs qui peuvent être mobilisés pour rendre compte et caractériser la durabilité des situations de précarité. Et on en vient donc aux indicateurs. Merci Hélène. Alors, les indicateurs en France sont assez peu mobilisés pour mesurer le niveau de criticité, c'est un mot, pardon, de l'insécurité alimentaire. On n'a pas de méthode commune et homogène pour recenser les personnes touchées par la précarité alimentaire. Hormis dans le cadre d'études ponctuelles comme INCA 3 en 2015 ou les études du CREDOC, INCA c'est les études de l'ANSES, ce type d'indicateur n'est pas suivi de manière systématique et régulière. Cependant, on a des outils et diverses sources que l'on croise pour pouvoir évaluer l'insécurité alimentaire en France. Donc, on a des outils de pilotage des ministères, on a des statistiques publiques dont le périmètre est limité aux ressources, aux conditions de vie des ménages ordinaires et ne tient pas compte des personnes qui sont hébergées ou sans abri. Et puis, on a tous les acteurs de lutte contre la précarité alimentaire qui utilisent chacun leurs propres outils et ne mesurent pas la même chose. Donc, ces outils ont donc des limites parce qu'ils ne permettent pas d'avoir une vision exhaustive. Donc pour ce qui est des chiffres, je vais reprendre les chiffres qui avaient été présentés lors du webinaire du 3 juillet. Après ce que je viens de vous dire, voilà, on ignore beaucoup de choses, mais on sait un tout petit peu. Donc dans ce qu'on ignore, on ignore combien il y a de personnes en insécurité alimentaire. L'ANSES en estime 8 millions, soit 11% de la population. Le CREDOC estime que 16% des personnes interrogées déclaraient ne pas avoir assez à manger et 45% ne pas avoir les aliments souhaités. Ça, c'était une campagne en 2022. On estime aussi le nombre d'utilisateurs de l'aide alimentaire entre 2 et 9 millions. Et selon la DGCS, 5,3 millions de personnes sont inscrites auprès d'une association habilitée aide alimentaire. Et ça vient des données que la DGCS compile à partir des bases de données actives des associations qui bénéficient
d'une habilitation. Sur ce chiffre-là, sur le chiffre des 5,3 millions, l'INSEE admet que 30% des personnes inscrites fréquentent une autre asso de lutte contre la précarité alimentaire, ce qui permet de corriger ce chiffre. Ensuite, on a le baromètre Ipsos du Secours populaire qui indique que 4 millions de Français sont aidés par le Secours populaire, mais pas uniquement pour l'alimentaire. Certaines études identifient que les personnes en sécurité alimentaire n'ont pas recours à l'aide alimentaire, donc 75% de ces personnes-là. C'est l'étude INCA 3 de 2015 et 50% recensés par le CREDOC. Et puis le baromètre Ipsos du Secours populaire, en 2024, estime que 38% des Français rencontrent des difficultés financières à consommer des fruits et des légumes frais tous les jours. Donc vous voyez qu'il est difficile d'appréhender l'évaluation de l'insécurité alimentaire en France. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et justement, c'est parce que ces indicateurs sont capables de renseigner l'ensemble des difficultés rencontrées ou ne pas renseigner l'ensemble des difficultés rencontrées. La réalisation d'un diagnostic de précarité constitue une étape indispensable pour recenser et mettre en place une réponse pertinente et efficace en fonction des besoins. Et les PAT, entre autres, mettent en place ce diagnostic. C'est un outil qui est très précieux sur les territoires. Alors, pour parler chiffres, continuer à parler chiffres aussi, je voulais vous montrer cette étude de l'INSERM qui montre en fait que la prévalence d'obésité est près de 4 fois plus élevée chez les adultes les plus pauvres que chez les plus riches. Donc, on sait que la difficulté d'accès à une alimentation et surtout une alimentation de qualité ne dépend pas que des revenus, mais elle dépend de multiples facteurs, mais c'est une donnée importante. On sait aussi que les personnes qui sont issues de milieux sociaux précaires sont donc les plus touchées par les pathologies liées à la nutrition, telles que l'obésité et l'hypertension artérielle. Et puis, il y a une étude INCA 3, que vous n'avez pas ici, mais qui est en complément, que la consommation de fruits et légumes est 2 fois plus faible chez les personnes en insécurité alimentaire. Vous savez que le PNNS recommande 400 grammes par jour. En insécurité alimentaire sévère, on est à 230 grammes en moyenne par jour. Donc, on a vu que dans la diapo précédente, le lien entre revenus et inégalité de santé dû à des difficultés d'accessibilité à l'alimentation n'était pas le seul facteur, mais c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est une dimension qu'on doit prendre en compte et c'est un indicateur qui est mesuré. Sur la PACA, la région donc PACA a le 3e taux de pauvreté monétaire le plus élevé, ça représente 850 000 personnes environ. Le niveau de vie médian des personnes en situation de pauvreté est inférieur à celui des personnes pauvres en France et le niveau de vie médian des personnes pauvres est plus de 2 fois inférieur à celui de l'ensemble de la population de la région. Sur la PACA, le niveau médian est à 22 000 €. Le niveau médian des personnes pauvres est à 10 600. Le Vaucluse, c'est le département le plus pauvre en PACA. Le taux de pauvreté en Vaucluse est environ de 20%. C'est le 5e le plus élevé du département en France. Le nombre de bénéficiaires a doublé en 3 ans. On est à 55 000 personnes aujourd'hui. Et puis voilà, je vous laisse voir le taux de pauvreté pour les autres départements. Et ensuite, le graphe que vous avez à votre droite permet de montrer que le taux de pauvreté varie en fonction de l'âge. Voilà, il atteint 25% pour les personnes vivant dans un ménage dont le référent fiscal est âgé de moins de 30 ans. Sur la région, les personnes qui sont le plus touchées sont les familles monoparentales. Elles représentent 30,2%. Et aussi les seniors, qui, bien que le risque de pauvreté, on le voit, il décroît avec l'âge, la part de retraités parmi les ménages pauvres est très forte en PACA, elle représente 30,4%. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci Sandrine pour toutes ces informations et ces chiffres. S'il y a des questions, peut-être on peut prendre un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans l'espace de conversation. Il y a une question là. Il y a une question, Ok. Exact. Donc, Alors, pourquoi oui, je te laisse. Allez, pourquoi les chiffres de la précarité en Vaucluse ont-ils triplé? Sandrine, si tu as une réponse à apporter? Non, c'est un des départements les plus pauvres au niveau revenu, donc c'est le département le plus bas. Je n'ai pas de réponse, je suis désolée, si ce n'est qu'on sait qu'il y a 2 fois plus d'actes médicaux qui sont liés à l'alimentation sur ce département. Non, mais je pourrais me renseigner. Et je reviendrai vers vous. Merci. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Florent Vieux
directeur général de MS Nutrition, et il va nous apporter des éclairages scientifiques sur le sujet de notre webinaire et apporter des précisions sur les 4 enjeux de l'alimentation durable. Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Donc, comme dit en introduction, je m'appelle Florent Vieux, je suis directeur général d'une petite entreprise qui s'appelle MS Nutrition, qui est située à Marseille, dans les locaux de la faculté de médecine à la Timone. MS Nutrition, on est 4 chercheurs, plus une doctorante, et on travaille à récolter des données autour de l'alimentation, donc des données de composition nutritionnelle, de prix, de impact environnemental des aliments. On les mélange et on met en œuvre notre savoir-faire en termes statistiques et de simulation pour répondre à des problématiques de recherche. Donc, vous verrez quelques exemples dans cette présentation. Donc, je vais apporter quelques éclairages scientifiques sur la notion d'alimentation durable. Donc, la dia de contexte, c'est la raison d'être du nutritionniste qui dit qu'on mange des aliments, donc des bananes, du poulet ou encore des carottes. Et notre corps, pour bien fonctionner, a besoin de calories tout d'abord, hein, et puis également de nutriments. Donc, on a la vitamine D, le zinc, la vitamine C, etc., qui sont utiles à notre corps pour bien fonctionner. Et il faut savoir que pour chacun de ces nutriments, on dispose de recommandations minimum, donc pour les fibres, les vitamines et les minéraux, tout ce qui est à favoriser, et également maximum pour ce qui est à limiter, comme le sodium, les sucres, les acides gras saturés, etc. Donc, il y a un enjeu de transformer ce qu'on appelle les aliments en apport en nutriments, et c'est donc le but du nutritionniste. Alors, donc, cette dia de contexte, elle s'inscrit dans un contexte un peu plus général, dont Hélène a parlé un peu plus tôt, et qui est celui de l'alimentation durable. Donc, il y a une définition. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc ça, c'est une définition qui date de 2010, proposée par la FAO. Et on voit dans cette définition, donc, comme on l'a vu précédemment, qu'on distingue 4 grandes dimensions ou 4 grands piliers de l'alimentation durable, à savoir la nutrition ou la santé avec nutritionnellement sûr et sain, l'environnement avec contribuant à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, l'aspect culturel avec culturellement acceptable et l'aspect économique avec économiquement équitable, accessible et abordable. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 dimensions, elles convergent pas naturellement entre elles. On a déjà démontré que on peut avoir une alimentation de très faible impact carbone, mais également de très mauvaise qualité nutritionnelle. Donc, c'est pas parce qu'on va vers les faibles impacts environnementaux qu'on aura forcément un régime sain. Néanmoins, on peut trouver des solutions pour manger à la fois pas trop impactant et puis sain. Donc, c'est une définition qui a été mise à jour en 2020, mais qui reste quand même autour de cette notion des 4 grandes dimensions de l'alimentation durable. Alors nous, en tant que chercheurs, en tout cas dans notre entreprise, mais il y a d'autres chercheurs qui le font aussi, on a besoin de transformer un peu ces concepts santé, environnement, économie, en utilisant des métriques pour pouvoir quantifier chacune de ces dimensions. Donc par exemple, pour l'aspect culturel, on va pouvoir utiliser les habitudes alimentaires des gens et quantifier la quantité d'aliments ou de catégories d'aliments qu'ils consomment. Sur les aspects nutrition santé, on va pouvoir s'appuyer sur l'estimation des apports nutritionnels des individus. Sur l'aspect économique, on va pouvoir estimer le coût lié à une alimentation, donc en utilisant des données de prix. Et puis sur l'aspect environnemental, on pourra par exemple se baser sur des données d'impact carbone. Donc tout ça nous sert à quantifier ces grandes dimensions de l'alimentation durable. Il y a bien d'autres métriques que je ne vais pas tout dépeindre là dans cette présentation, mais voilà, on peut imaginer d'autres métriques relatives à la dimension environnementale, par exemple. Donc, pour avoir accès à ces métriques, on utilise des bases de données. Il a été fait mention de la base de données 1K3 précédemment. Donc, c'est une étude qui recense les consommations alimentaires qui sont représentatives de 2000 adultes et à peu près autant d'enfants. Et c'est un échantillonnage qui est représentatif des individus français, en tout cas en métropole. On utilise aussi pour l'aspect nutrition la table de composition nutritionnelle des aliments qui s'appelle la table du SICAL, qui est librement accessible, tout comme l'étude 1K3 d'ailleurs. On a la chance en France d'avoir accès à quelques données quand même intéressantes et librement accessibles. Donc on voit qu'en liant cette étude 1K3 aux données SICAL,
on peut déjà estimer, par exemple, les apports nutritionnels de chaque individu qui a déclaré ses consommations alimentaires dans l'étude 1K3. Un type de données un peu plus difficile à acquérir, c'est celui des prix. Là, dans les études qu'on a pu mener, nous, et qui utilisent les prix des aliments, on a dû finalement passer par l'achat de bases de données. C'est l'entreprise Kantar, notamment, qui fournit ça, puisqu'elle mène des études d'achat alimentaire, et même plus largement. Donc ça, c'est pour le coup un type de données qui est un peu plus difficile à acquérir. Et puis, au niveau environnemental, effectivement, on a la base de données Agribalise qui, elle aussi, est librement accessible, gratuite et téléchargeable par tout un chacun. Et donc, on peut mixer au moins ces 3 bases de données librement, puisqu'on peut rapprocher en tout cas les données de composition nutritionnelle, de consommation alimentaire et d'impact environnemental des aliments. Donc voilà, je vais vous présenter quelques articles scientifiques qui ont été menés et qui se basent principalement sur ces bases de données-là, donc 1K3 pour les consommations alimentaires, la table SICAL avec les compositions nutritionnelles, la table Agribalise avec les impacts environnementaux et la table du coût des aliments qui a été tirée des données de Kantar. Donc je vais vous présenter trois grandes études, une qu'on a appelée hiérarchie entre groupes alimentaires, l'autre déviance positive et la troisième optimisation. Et je vous présenterai dans chacune des études ce qui se cache derrière. Donc tout d'abord, l'étude portant sur la hiérarchie entre groupes alimentaires. Le but était d'établir une hiérarchie des impacts. Donc par impact, on parle d'économie, en l'occurrence le prix des aliments, une hiérarchie des impacts économiques et environnementaux entre catégories alimentaires en fonction de différentes unités fonctionnelles. Donc je vais bien sûr m'arrêter sur le terme d'unité fonctionnelle, qui n'est pas forcément accessible par tous. Et pour info, donc c'est une étude qui a été publiée là en début d'année, donc qui est assez récente. Alors c'est quoi une unité fonctionnelle ? L'unité fonctionnelle est l'unité de mesure utilisée pour évaluer le service rendu par un produit. Alors, pas forcément alimentaire, hein, c'est applicable à d'autres domaines. Par exemple, un pot de peinture, lorsqu'on l'achète, on peut exprimer son coût ou son prix en fonction du poids du pot de peinture. C'est une première unité fonctionnelle, mais on pourrait aussi exprimer son coût en fonction de la surface qu'on va pouvoir peindre avec ce pot. Et là, on aura une autre unité fonctionnelle et on pourra peut-être opérer des choix différents en fonction de l'unité fonctionnelle qu'on choisit pour exprimer le prix de ce pot de peinture. Donc, pour exprimer l'impact environnemental et le coût des aliments, l'unité fonctionnelle utilisée est en principe la masse, le kilo. Hein. Si on va à l'épicerie du coin, on va vouloir acheter des pommes et ces pommes auront un prix qui est, la plupart du temps, exprimé au kilo. Néanmoins, si on se rappelle de ma première dia de contexte, ce que j'indiquais, c'est qu'un des principaux services rendus par les aliments, ce sont l'apport en énergie et en nutriments. Donc, dans cette étude, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est d'explorer comment le choix d'une unité fonctionnelle influence le classement de différentes catégories d'aliments en termes d'impact environnementaux et de coûts. Donc, on a obtenu un premier graphique. Là, il est relativement simple. Il présente donc le coût de catégorie alimentaire exprimé par kilogramme. Donc, on a le coût en euros par kilo sur l'axe des ordonnées, donc en vertical. En horizontal, on a 20 catégories alimentaires qui englobent à peu près l'ensemble de l'alimentation. Et ces catégories alimentaires ont été classées du coût le plus élevé à gauche au moins cher à droite. Donc, on voit par exemple que les produits de la mer est la catégorie alimentaire la plus chère lorsqu'on exprime ce coût par kilogramme. On voit que la viande de ruminant est aussi une catégorie qui est assez chère. A contrario, on a les fruits ou les légumes qui sont plutôt sur la droite du graphique, donc qui font partie de même que par exemple les légumineuses, qui font partie des catégories alimentaires qui sont un peu moins chères lorsqu'on exprime leur coût par kilo. On a les œufs et produits laitiers qui sont, eux, au milieu du graphe, donc qui représentent des catégories, on va dire, intermédiaires. Alors, il y a un code couleur aussi affilié à ces catégories. Hein. En violet, on a les produits animaux, donc viande, œufs, poissons. On a en bleu les coproduits animaux. Donc, pardon, je vous ai dit œufs pour les produits animaux, mais les œufs sont un coproduit. Donc, coproduit pour les œufs, les produits laitiers et les matières grasses animales. Et puis, tout ce qui est en vert, c'est des produits végétaux. Donc, on voit que globalement, on a des produits animaux qui sont quand même à gauche, donc plutôt plus chers, des coproduits qui sont plutôt au milieu, donc en situation intermédiaire, et
parmi les catégories alimentaires les moins chères, on trouve quand même plutôt des végétaux. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe quand on change l'unité fonctionnelle. Donc, on exprime non plus le coût par kilo, mais par 100 kilocalories. On voit que, en fait, certaines catégories restent dans leur position du graphe précédent, hein. C'est le cas notamment des produits de la mer, ils restent relativement chers, même lorsqu'on exprime leur coût par calorie. Par contre, d'autres catégories alimentaires subissent un changement, en tout cas sont sensibles à ce changement d'unité fonctionnelle, et c'est le cas des légumes, hein. On voit que c'est finalement la catégorie alimentaire végétale la plus chère, et c'est le cas aussi des fruits, qui est la seconde parmi les catégories végétales. Donc, ces deux catégories sont passées de assez bon marché, on va dire ça comme ça, lorsqu'on exprime leur prix par kilo, à un coût assez élevé lorsqu'on exprime leur coût pour 100 kilocalories. C'est plutôt normal, hein, puisque les fruits et légumes sont de faible densité énergétique, donc c'est un peu mécanique le fait comme ça qu'elle change. On voit par ailleurs que les produits laitiers et les œufs, eux, sont assez peu sensibles à ce changement d'unité fonctionnelle, puisqu'ils restent au milieu du graphe. C'est aussi le cas pour les légumineuses qui restent assez stables, plutôt dans la partie de droite du graphique, donc qui restent des aliments finalement assez abordables, qu'on exprime leur prix par kilo ou par 100 kilocalories. Sur le troisième graphique, donc dia suivante, je vais présenter le coût, cette fois exprimé non pas par kilo, non pas par calories, mais par une unité de qualité nutritionnelle globale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul parce que ça me prendrait un peu de temps, mais imaginez que c'est une sorte de Nutri-Score, à l'exception qu'on ne va pas donner une lettre A, B, C, D, E pour chaque catégorie, mais que c'est des données quantifiées derrière, et puis qu'on prend en compte un panel un peu plus large que ce qui est pris dans le calcul du Nutri-Score, puisque là, on prend vraiment beaucoup plus de nutriments en compte dans le calcul. Mais voilà, pour vous donner une idée, c'est un indicateur de qualité nutritionnelle globale des aliments. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on exprime le coût par unité finalement de qualité nutritionnelle globale? Eh bien, on voit notamment que les produits de la mer qui étaient les plus chers lorsqu'on les exprime par kilo ou par kilocal, là font partie finalement des catégories intermédiaires puisqu'elles sont au centre droit, on va dire, du graphique. Les ruminants qui faisaient aussi partie des catégories chères lorsqu'ils étaient exprimés par kilo ou par calories sont un peu moins cher. Ils restent quand même dans la partie gauche, donc on ne peut pas dire que c'est les plus abordables, mais on voit quand même qu'ils sont assez sensibles à ce changement d'unité fonctionnelle. Donc les légumes, les fruits et les légumineuses, eux, restent sur la droite. Donc effectivement, lorsqu'on rapporte leur coût à leur densité nutritionnelle, finalement, ils sont finalement abordables. Les œufs, les produits laitiers restent au milieu, donc ça fait partie de ces catégories qui sont un peu pas vraiment sensibles au changement d'unité fonctionnelle. Alors cette dia, elle représente un peu une synthèse de l'ensemble des unités fonctionnelles qu'on a testées dans cette étude. Je vous ai montré par les 3 différents graphiques là, que je vous ai montrés précédemment, l'unité fonctionnelle kilo, donc la première ligne, l'unité fonctionnelle 100 kilocalories, la 3e ligne, et la ligne suivante qui est NDS sur LIM, donc le sein sur LIM, l'unité de qualité nutritionnelle globale. On a en colonne toutes nos catégories alimentaires. Dans cette étude, donc, on a exprimé ce coût en fonction d'autres unités fonctionnelles, donc par protéines, par fibres, par folate, par B12, etc. Et vous voyez finalement que sur la partie gauche du tableau, donc où on a les catégories de produits animaux, elles sont relativement chères, ce que je n'ai pas mentionné, mais le code couleur du tableau représente en rouge lorsque la catégorie est considérée, est parmi les premiers rangs, donc parmi les plus chers, et puis en vert lorsque la catégorie fait partie des moins chers. Et on voit donc que les produits animaux, plutôt à gauche, restent dans les couleurs rouges, donc représentent les catégories quand même relativement chères, même si c'est un petit peu variable quand on change d'unité fonctionnelle. A contrario, donc les légumineuses, alors qui s'appellent legumes, puisque là ce tableau est en anglais, qui est vers le milieu du tableau et qui, sur toute la colonne, est plutôt dans les tons verts, donc est plutôt accessible, quelle que soit l'unité fonctionnelle, de même que les pommes de terre ou encore les céréales complètes, qui restent donc dans des tons verts. Les produits laitiers et œufs restent, eux, plutôt dans les tons jaune-vert, c'est-à-dire qu'effectivement, ils restent dans des catégories intermédiaires. Ces différents résultats-là
porte sur le coût des aliments. On a fait exactement la même chose en utilisant non pas le coût, mais l'impact environnemental des aliments. Et là, je vais pouvoir aller plus vite parce que finalement, on pourrait quasiment superposer chacun des précédents graphes que j'ai présentés. Pour expliquer un peu mieux, ce graphique-là, il montre le PEV, c'est un indicateur d'impact environnemental global, donc des différentes catégories alimentaires exprimées par kilo. Et on retrouve exactement ce que j'ai montré sur ma première dia de résultats de cette étude, à savoir que les produits animaux sont sur la gauche lorsqu'on exprime leur impact environnemental par kilogramme. On a les fruits et les légumes qui sont plutôt vers la droite, donc peu impactants, de la même façon qu'on a vu qu'ils étaient relativement abordables lorsqu'on étudiait le coût. Donc finalement, on a les mêmes conclusions lorsqu'on exprime l'impact environnemental par kilo. Dia suivante, c'est la même chose. On va pouvoir plus ou moins aboutir aux mêmes conclusions qu'on exprime le coût ou l'impact environnemental. Donc lorsqu'on l'exprime par kilocalories, un peu lié à l'effet mécanique, par exemple, de la faible densité énergétique des fruits et légumes, ces fruits et légumes-là vont augmenter dans le rang, donc vont paraître comme beaucoup plus impactants quand on exprime leur impact environnemental par kilocal. Et c'est exactement ce qu'on avait vu lorsqu'on analysait le coût par kilocal. Donc, on peut à nouveau superposer les deux graphes. Et puis, lorsqu'on exprime par qualité nutritionnelle, donc dia suivante, on peut là aussi quasiment superposer ce graphe avec le graphe qui montrait le coût des aliments par unité de qualité nutritionnelle globale. Donc, on a quasiment les mêmes conclusions qu'on analyse le coût ou l'impact environnemental de ces catégories alimentaires. On va plus l'illustrer encore sur la dia suivante, puisque donc là, on a le tableau en haut que je vous ai montré tout à l'heure, et puis le tableau du bas qui présente l'impact environnemental de chacune des catégories et avec les mêmes unités fonctionnelles. Et on voit là, comme je le disais, comme je le répète, qu'on pourrait limite superposer ces deux tableaux parce qu'on a exactement, enfin on a le, alors pas dans le détail, mais on a vraiment des tendances similaires lorsqu'on étudie le coût de ces catégories alimentaires en fonction des différentes unités fonctionnelles et l'impact environnemental de ces catégories en fonction des différentes unités fonctionnelles. Donc, je vais pouvoir conclure sur cette première étude présentée. Donc, les impacts environnementaux et également le coût des aliments diffèrent selon l'unité fonctionnelle. On a vu que les fruits et légumes, par exemple, étaient assez sensibles au changement d'unité fonctionnelle lorsqu'ils sont exprimés par kilo et par kilocal. On a des différences dans le rang. Cependant, on a quand même certains résultats qui restent relativement stables d'une unité fonctionnelle à l'autre. La viande du ruminant reste quand même parmi les catégories élevées. Les œufs et produits laitiers restaient dans la catégorie intermédiaire dans le milieu du graphique. Les pommes de terre et légumineuses étaient plutôt sur la droite du graphique, donc quelle que soit l'unité fonctionnelle, toujours assez peu impactante ou peu chère. Donc on a vu que les classements des catégories en fonction du coût ou en fonction de l'impact environnemental, c'était assez proche. Alors il faut noter quand même que là on travaille sur des catégories alimentaires moyennes qui sont représentatives des consommations alimentaires en France. Donc par exemple, quand je parle de fruits, c'est vraiment un fruit moyen consommé par l'adulte, en l'occurrence français. Néanmoins, il y a bien sûr une variabilité qu'on n'a pas prise en compte là dans cette étude, mais au sein des fruits, on peut avoir une variabilité du prix comme une variabilité assez importante de l'impact environnemental. Tout ça pour dire quand même que l'évaluation, lorsqu'on étudie le prix ou l'impact environnemental à l'échelle de l'aliment, est assez complexe. On voit que finalement, suivant l'unité fonctionnelle, on peut avoir différents messages, ce qui aboutit à dire que finalement, et c'est quelque chose qu'on connaît un peu dans le domaine de la nutrition, on dit souvent qu'il n'y a pas de bons et mauvais aliments, mais c'est les régimes alimentaires dans leur globalité qui sont importants d'étudier. Et c'est un peu la même chose lorsqu'on parle de durabilité. Finalement, il peut y avoir un intérêt à aussi analyser les régimes dans leur globalité, ce qui me permet de faire une transition vers l'étude suivante, où là, nous nous sommes intéressés à étudier les consommations alimentaires d'individus. Donc, on n'étudie plus les catégories alimentaires indépendamment les unes des autres. On étudie les consommations alimentaires des individus qui ont une bonne qualité nutritionnelle et
un faible impact environnemental. Donc c'est une approche qu'on appelle déviance positive, puisqu'elle vise à sélectionner au sein d'un échantillon d'individus les individus qui sont déviants dans le sens où ils ne font pas comme le reste de l'échantillon, et positive dans le sens où cette déviance, elle est plutôt bénéfique, elle est plutôt intéressante à étudier. Donc c'est aussi un article qui a été publié fin 2024, donc relativement récent aussi. Donc l'objectif était de comparer les consommations alimentaires entre régimes de durabilité différenciés. En d'autres termes, on a pris l'étude 1K, donc une étude qui recense les consommations adultes de 2000 individus. On a sélectionné au sein de cet échantillon les individus qui avaient une bonne qualité nutritionnelle par l'utilisation d'indicateurs validés dans la littérature scientifique. Et puis, une fois qu'on a sélectionné ce groupe d'individus de bonne qualité nutritionnelle, on a encore scindé en deux pour séparer les individus qui avaient, en plus de cette bonne qualité nutritionnelle, un faible impact environnemental. Et puis, dans l'autre groupe de bonne qualité nutritionnelle, on a sélectionné ceux qui avaient un fort impact environnemental, ce qui nous a permis de comprendre un peu quels étaient les choix alimentaires qui étaient différents au sein de ces deux groupes. Alors, le groupe de bonne qualité nutritionnelle et faible impact représentait seulement, c'est un petit pourcentage, 5% de la population, donc on est sur un échantillon relativement faible, contre 11% dans l'autre groupe, donc qui est de bonne qualité nutritionnelle, mais qui présente un impact environnemental fort. Donc il est indiqué sur la deuxième ligne du tableau, on a bien un plus faible impact dans notre groupe bonne qualité nutritionnelle et faible impact. Donc un plus faible impact par rapport à l'échantillon total de moins 27%, alors que l'autre groupe avait un impact environnemental un peu plus élevé, de plus 35% par rapport à l'impact environnemental moyen. On a aussi calculé, enfin on a analysé a posteriori, ça ne fait pas partie de la construction de nos groupes, mais on a regardé a posteriori le coût pour 2000 kcal dans chacun des deux groupes, et on a constaté que finalement, le groupe qui présentait une bonne qualité nutritionnelle et un faible impact avait aussi un coût du régime un peu moins élevé que l'échantillon global. Donc on peut dire que, pour simplifier la définition, que c'est un groupe qu'on peut considérer comme plus durable dans le sens où il est de bonne qualité nutritionnelle, faible impact environnemental et également plus faible coût. Donc qu'est-ce qui distingue ces groupes? Alors tout d'abord, on va s'intéresser aux groupes alimentaires qui sont finalement communs aux deux groupes de bonne qualité nutritionnelle. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui fait que ces deux groupes sont de bonne qualité nutritionnelle? Et on voit que par rapport à l'ensemble de l'échantillon, on a une quantité de fruits et légumes plus importante, on a une quantité de produits laitiers légèrement plus importante aussi, et une quantité de boissons sucrées moins importante. Donc ça, c'est vraiment des caractéristiques communes aux deux groupes et qui sont finalement marqueurs d'une bonne qualité nutritionnelle. Par contre, on va s'intéresser maintenant aux groupes alimentaires qui sont différents entre ces deux groupes de bonne qualité nutritionnelle. Et là, on s'est rendu compte que le groupe des individus qu'on va considérer comme plus durables consomme un peu moins de poissons par rapport à l'autre groupe. Et finalement, le groupe des plus durables consomme une quantité relativement proche de ce qui est observé dans l'ensemble de l'échantillon. Par contre, en termes de consommation de viande du ruminant, là, on a une quantité beaucoup moins élevée, à la fois par rapport à l'autre groupe, mais également par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Et cette faible consommation, on va dire, de viande de ruminant est en quelque sorte compensée par une augmentation plus élevée de céréales complètes, avec 43 grammes pour 2000 kcal, quand on est à aux alentours de 18 grammes dans l'ensemble de l'échantillon. Je vais juste revenir sur le marqueur de bonne qualité nutritionnelle qui est la consommation de fruits et légumes. C'est un élément qui a déjà été dit dans les présentations précédentes, mais un élément important notamment pour les personnes de faibles revenus et en personnes en situation d'insécurité alimentaire, c'est la consommation de fruits et légumes. On voit que c'est vraiment un marqueur de fracture sociale, dans le sens où ces individus en insécurité ou à faible revenu, à très faible revenu, ont une consommation de fruits et légumes beaucoup moins importante que le reste de la population. Donc, en termes de conclusion, on a vu que la bonne qualité nutritionnelle ne voulait pas forcément dire faible impact environnemental, que les régimes considérés, donc il y avait une bonne qualité nutritionnelle et un faible impact carbone, étaient généralement moins chers. En termes de message, donc pour la santé, augmentation de fruits et légumes
et de produits laitiers et baisse de boissons sucrées. Par contre, en termes environnementaux, il faudra plus jouer sur la consommation de céréales complètes et de viande et baisser la quantité de viande de ruminants. Concernant l'augmentation de consommation de fruits et légumes, c'est particulièrement important parmi les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Et puis, une limite de ce type d'approche, effectivement, c'est qu'on sélectionne des régimes alimentaires de bonne qualité nutritionnelle au sein d'un échantillon. Néanmoins, ils ne sont pas non plus parfaits sur le plan nutritionnel. Il y a un troisième type d'étude qu'on utilise, une méthodologie qu'on utilise dans nos activités, c'est l'approche d'optimisation qui permet, elle, de construire des régimes alimentaires qui sont parfaits sur le plan nutritionnel, dans le sens où ils respectent l'ensemble des recommandations nutritionnelles. Donc, ça va me permettre d'aller un peu vite, mais d'aborder la troisième type d'approche. Le principe d'optimisation, il consiste à générer un régime alimentaire qui est théorique, c'est une simulation, mais ce régime alimentaire respecte un ensemble d'objectifs, et notamment des objectifs de respect des recommandations nutritionnelles, voire de respect de budget. Et cette approche est capable de contrôler simultanément l'ensemble de ces dimensions de l'alimentation. Juste pour vous indiquer que c'est une approche qui est utilisée aux États-Unis depuis pas mal d'années maintenant, pour déterminer en fait l'aide financière maximum dans le cadre de programmes de prestations. Donc c'est vraiment une approche qui, aux États-Unis en tout cas, est utilisée depuis pas mal de temps pour définir un montant d'aide maximum. Et puis je vais vous donner un seul, alors je comptais en faire deux, mais je vais me réduire à un exemple issu de la littérature scientifique. Je vais passer les 2 prochaines dias, s'il vous plaît. Voilà, c'est l'étude qui a été conduite en collaboration entre la Société française de nutrition et le réseau Action Climat. Donc le but, c'était de dériver un régime donc parfait sur le plan nutritionnel, qui soit également proche des habitudes alimentaires et qui présente un impact carbone réduit de 35% par rapport au régime alimentaire moyen. On a aussi contrôlé d'autres aspects environnementaux, et un autre objectif qu'on a fixé, c'est de réduire la viande par rapport au régime moyen de moitié, donc par rapport à ce qui est observé parmi les adultes en France. Donc la première question, c'était est-ce que c'est possible? Et puis la deuxième question, à quel prix? Effectivement, on a pu générer ce type de régime, donc parfait sur le plan nutritionnel, mais avec moitié moins de viande. Il était composé de 435 grammes de viande par semaine, y compris charcuterie, d'une petite portion de légumineuses, de 2 poignées de fruits à coque. Il y avait une substitution entre produits céréaliers complets et produits céréaliers raffinés, une quantité de fruits et légumes de 530 grammes par jour, 3 produits laitiers par jour, tout en sachant qu'ils pouvaient également servir d'ingrédients, une quantité réduite à moins 100 grammes par jour de produits gras sucrés salés, et 2 poissons par semaine, dont un gras, et puis un demi-œuf par jour. Alors il faut comprendre que ce régime optimisé, donc parfait sur le plan nutritionnel et à impact carbone réduit, était quand même de l'ordre de 10% moins cher par rapport au régime observé moyen. Donc là, les auteurs ont communiqué sur ces résultats d'une façon un peu plus accessible, en montrant que finalement, on pouvait consommer un produit d'origine animale par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, se laisser libre choix de consommer soit un produit animal, mais aussi voir un autre type de produit, donc faire une journée végétarienne éventuellement. Et le respect de ce plan pouvait conduire à une alimentation un peu moins chère. Donc cette technique d'optimisation est utilisée donc pour orienter des politiques de santé publique. Alors j'ai reporté aussi le petit camembert qui est à droite, puisque c'est un truc qu'on a fait dans le cadre du Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire. On a aidé à construire ce qu'on a appelé le camembert de l'aide alimentaire, et on s'est aidé de cette technique d'optimisation pour le construire. Le principal message, c'est une végétalisation saine, c'est-à-dire effectivement de réduire la consommation de produits animaux et notamment de viande, c'est un fait, mais de substituer cette réduction par des choix alimentaires de végétaux qui soient éclairés, puisque on sait que les chips sont des produits végétaux, c'est pas pour autant qu'il faut venir les substituer, substituer les chips par de la viande lorsqu'on réduit la viande. Avant de conclure, donc juste pour modérer un peu le message
de réduction d'impact environnemental à destination des personnes en situation de précarité. Il faut rappeler quand même, et ça c'est un graphe qui est issu d'un rapport de l'ADEME, où on a le niveau de revenu en abscisse et l'empreinte carbone moyenne. Alors là, c'est toute consommation confondue, pas seulement alimentaire. Et on voit finalement que les personnes les plus pauvres ont une empreinte carbone beaucoup moins élevée que les personnes les plus riches. Par contre, ce qu'on sait également, c'est qu'en termes d'alimentation, il n'y a pas énormément de différence entre personnes riches et personnes pauvres. Là, j'ai mis deux représentations graphiques, une issue du même rapport que le graphique précédent, et puis l'autre à droite issue d'une publication scientifique qu'on a menée. Mais tout ça pour dire que en termes d'impact carbone issu de l'alimentation, il n'y a pas énormément de différence entre riches et pauvres. Donc, conclusion générale, je suis désolé pour avoir un petit peu dépassé le temps. On a pu présenter différentes méthodologies avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'idée quand même principale, en tout cas le message principal, c'est de conduire à une végétalisation saine, c'est-à-dire effectivement réduire la consommation de produits animaux, notamment de viande, mais la compenser par des produits végétaux choisis. C'est un message qui est valable pour tous, pas seulement pour les personnes en situation de précarité, à l'exception du fait que les personnes en précarité partent d'un niveau de consommation de fruits et légumes relativement faible. Donc, il y a vraiment un enjeu à augmenter la consommation dans cette sous-population-là. Alors, en termes de message, il est important aussi, et là je vous reporterai vers de sites internet, notamment de la Prifel, qui condensent un peu certaines publications scientifiques, indiquant que certains messages d'objectifs atteignables sont plus efficaces finalement que de proposer des messages non atteignables. J'ai en tête comme ça une publication qui compare le message 5 fruits et légumes par jour, qui est connu de tous, par augmenter aujourd'hui ma consommation de fruits et légumes. Et en fait, on se rend compte que inciter à augmenter d'une portion, finalement, a un effet peut-être plus important que de recevoir le message « manger 5 fruits et légumes » directement. Donc, c'est les derniers petits messages additionnels un peu plus pratiques que tout ce que je vous ai présenté. Je les ai piqués à Nicole, qui est intervenue en juillet, qui conseillait d'acheter à un faible prix un aliment donné. Donc, c'est des choses finalement que les gens font déjà, mais il faut parfois les accompagner parce que certaines personnes peuvent être considérées de la même façon, le pain complet et le pain blanc, alors qu'il y a des caractéristiques nutritionnelles quand même qui sont différentes. Ne pas gaspiller, ça aussi, c'est quelque chose que les gens font déjà. On risque quand même d'écarter certains aliments qui sont bons pour la santé mais qui sont périssables, comme les fruits et légumes. Donc il y a aussi là la nécessité d'un accompagnement éventuel. Et puis éviter les aliments chers au sein d'une même catégorie. C'est des choses que les gens font aussi déjà, mais il faut faire attention à ce qu'ils n'écartent pas certains aliments qui ont des caractéristiques propres en termes de nutrition très importants. Et là, je pense notamment aux noix et aux fruits oléagineux, ainsi qu'à l'huile d'olive notamment, qui ont des caractéristiques vraiment très intéressantes et qui peuvent paraître et qui sont parfois un peu chères. Voilà, je suis désolé encore pour avoir un peu déplacé le temps alloué. J'espère que vous avez pu suivre l'ensemble de la présentation et qu'elle vous a été agréable. Alors, il y a des questions. Est-ce que l'exposition aux pesticides entre dans l'évaluation de la qualité nutritionnelle ou vous prenez en compte uniquement les apports nutritionnels? Je me pose cette question notamment par rapport aux coûts associés, mais aussi les impacts environnementaux et sanitaires liés au modèle agricole associé. Alors non, moi je parle que de nutrition lorsque je parle de qualité nutritionnelle, puisque c'est une science distincte finalement, l'exposition à tout ce qui est chimique. Donc là, je ne parle pas de pesticides dans l'ensemble de cette présentation. D'accord. Deuxième question, je suis un peu étonnée par le classement qualité nutritionnelle des produits de la mer, que ce soit pour le coût ou l'impact environnemental. Recommandations spécifiques pour le poisson à cause des contaminations et réserves halieutiques faibles. Effectivement, on peut le présenter comme une limite, puisque la contamination des poissons n'est pas prise en compte dans cette évaluation, dans l'évaluation que j'ai montrée. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête que les produits de la mer ont une spécificité rare dans l'alimentation. Et ils ont des caractéristiques nutritionnelles qui leur sont propres et qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est le problème des poissons gras. Effectivement, ils accumulent des substances chimiques, mais ils sont aussi des bénéfices nutritionnels
qu'on ne peut pas laisser de côté. C'est la raison pour laquelle le PNNS recommande quand même de consommer des poissons et notamment du poisson gras, tout en y apportant une limite en conseillant d'en consommer alors c'est 2 poissons par semaine, dont un gras. Donc voilà, je crois que cette limitation sur le poisson est liée notamment au problème des contaminations et de la surpêche. Oui, parce que la troisième question, je suis surprise de la prise en compte de l'aspect nutritionnel et impact carbone sans aborder les expositions chimiques alimentaires. En fait, la raison, elle est relativement simple, c'est que Ouais. les données, elles n'existent que très peu. Après, les quelques études qu'il y a eu, je fais référence aux études de l'EAT2, etc., indiquent que dès lors qu'on n'a pas des consommations extrêmes, en fait, on est relativement peu exposé à des risques accrus par rapport aux substances chimiques. Donc, l'étude EAT2, elle mettait en valeur le fait qu'effectivement, pour les gros consommateurs, je crois, de cerises, si mes souvenirs sont bons, il y avait un risque d'exposition, donc un risque sanitaire, mais pour vraiment ceux qui consommaient des cerises en outrance. Donc c'est pour ça que aussi un des messages, notamment sur les poissons, l'un des messages du PNNS, c'est de varier aussi les types de poissons et les lieux de pêche. Ouais. Et ce qui est aussi le cas. Donc, comment faire alors quand on sait qu'augmenter la végétalisation de l'assiette et les céréales semi-complètes augmente l'exposition aux pesticides si les produits ne sont pas d'origine AB, cohorte Nutrinet Santé. Ça me paraît compliqué de ne pas l'évoquer auprès des consommateurs pour les informer des risques encourus. Le PNNS recommande justement l'augmentation de l'alimentation biologique. Alors non, ils disent si possible de consommer des produits bio, et je pense que ça serait quand même assez dangereux. Moi, je prends plutôt le problème à l'envers. Je crains qu'on ne fasse peur aux personnes en leur martelant les messages comme quoi il faut manger bio, parce que ce que les gens vont retenir, c'est que s'ils consomment pas bio, ils vont s'empoisonner. Or, le bénéfice-risque de consommer des fruits et légumes, même si ils sont issus de l'agriculture conventionnelle, il est évident qu'il faut consommer des fruits et légumes, qu'ils soient bio ou pas. Merci beaucoup Florent pour ces précisions. Nous allons nous pencher maintenant sur la partie réglementation. Donc nous laissons la parole à Peggy Bucas et Clara Vigan de la DRAF, chargée de mission pôle politique de l'alimentation à la DRAF. Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, oui, je voulais d'abord vous présenter le cadre de la politique de l'alimentation. On a fait partie notamment de la réglementation qui encadre la restauration collective pour vous donner des pistes de leviers d'action qui peuvent s'appliquer et être mobilisés en dehors de ce seul secteur et notamment auprès des personnes en situation de précarité. Donc, il faut savoir que toutes nos actions, elles s'inscrivent dans le cadre du programme national de l'alimentation dont la finalité est la suivante: assurer à la population accès à une alimentation qui soit sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante. Donc, le programme national de l'alimentation qui est encore en vigueur, c'est le PNA Territoire en Action, puisqu'on est encore dans l'attente de la publication de la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui devrait arriver sous peu, j'espère, qui est une stratégie interministérielle qui viendra apporter des compléments et qui s'accompagnera de sa déclinaison et donc d'un nouveau programme national de l'alimentation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme national de l'alimentation, il est toujours articulé avec le programme national nutrition santé qu'on a évoqué plusieurs fois, et il a 2 axes communs et complémentaires, donc notamment celui de la promotion de régimes alimentaires qui soient sains et durables et une meilleure régulation de l'environnement alimentaire. Donc, si on revient maintenant sur le programme national de l'alimentation, Péline un petit peu mentionné au début, celui-ci il est décliné en 3 axes thématiques et 2 leviers transversaux. Et au travers de ce levier, donc il y a d'une part les projets alimentaires territoriaux et de l'autre la restauration collective. Quand il avait travaillé chacun ses axes thématiques. Et parmi eux, on retrouve bien une entrée spécifique sur la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation alimentaire. Et donc, c'est vrai qu'ils sont réintégrés et réaffirmés au sein de la SNOC, avec notamment 2 axes qui vont nous intéresser particulièrement. D'une part, garantir à tous l'accès à des environnements alimentaires et nutritionnels de qualité et durable. Et un autre axe sur l'accompagnement au comportement et au régime alimentaire durable, favorable à la santé et à l'environnement. Diapositive suivante. Je vais faire vous mentionner la restauration collective, c'est un levier pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine et durable et de qualité. C'est également un moteur de réduction des inégalités sociales, un vecteur de santé publique et un vecteur de transition écologique. Il est bien faire pour aller vers tous ces objectifs. Il y a des objectifs ambitieux qui ont été fixés à la restauration collective. C'est tout l'objet de la loi Egalim.
que je vais vous présenter rapidement. Et donc, pourquoi les choix de la restauration collective? Notamment parce que c'est un vecteur qui est privilégié pour induire un changement de comportement sur l'ensemble de la population, puisque ça concerne des publics variés, allant de la petite enfance et qui concerne également les personnes âgées, les personnes hospitalisées. Donc, il y a 5 grandes mesures dans la loi Egalim qui s'appliquent au secteur de la restauration collective. Mais l'objectif ici, c'est pas d'entrer dans le détail de chaque mesure, mais c'est de vous montrer que certaines d'entre elles peuvent aussi être des leviers financiers qui s'appliquent au-delà du secteur de la restauration collective, puisqu'ils permettent de faire diminuer les coûts d'alimentation à la restauration collective, mais aussi au sein des foyers, pour aller vers une alimentation de qualité pour l'ensemble de la population. Donc, la première grande mesure, c'est la plus connue, c'est l'obligation pour les restaurants collectifs de proposer 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Ces produits ici retenus par la loi et donc qui concernent le label et les certifications suivantes que vous voyez là, sur la diapositive. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça concerne tous les produits agriculture biologique et tous les autres signes officiels de la qualité de l'origine, avec également les produits sous haute valeur environnementale, les produits avec l'écolabel pêche durable, etc. Le produit commerce équitable. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette mesure, elle vise à améliorer la qualité des produits et elle permet donc de donner accès à un repas sain, minimum une fois par jour à tout le monde. Puisqu'on sait encore aujourd'hui que pour de coup, le repas collectif, ça demande aussi un repas complet de la journée. On a des témoignages ici, en tout cas en PACA, dans certains restaurants interadministratifs où certains agents confient que c'est lié 100 repas complets qu'ils aient chaque jour. C'est également un enjeu fort de la restauration universitaire qui a justifié la mise en place pour les étudiants en situation de précarité du repas à 1 euro le Necros. Donc, pour répondre également à des enjeux de santé et être en phase avec les recommandations du Programme national de nutrition santé, ça a été évoqué juste avant. Il y a donc également la mesure qui concerne la diversification des sources de protéines pour aller vers davantage de protéines végétales. Et donc, il faut bien avoir en tête que c'est également un levier financier pour les cantines et en fait pour tout le monde, puisque diminuer la part de protéines animales va venir réduire le coût alimentaire pour les ménages précaires, puisqu'on l'a vu juste avant, les protéines végétales se révèlent aussi non coûteuses. Ensuite, vous avez la mesure qui concerne la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui impose notamment une réplication de dons pour les restaurateurs qui proposent plus de 3000 repas par jour. Là encore, avoir des réflexes de lutte contre le gaspillage, ça s'avère également être un levier financier à l'échelle de la restauration collective, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des foyers. Et enfin, la dernière mesure, elle concerne la réduction du plastique. Là, ça ne vous concerne pas directement, mais voilà, avec l'interdiction d'utiliser des contenants alimentaires, d'eau cuisson, de réchauffe, de services en matière plastique et de proposer des contenants réutilisables pour la vente à emporter en restauration collective. Et je passe la parole à Peggy. Donc, on voulait quand même, au-delà de parler de l'alimentation durable, rappeler quand même, puisque la plupart des personnes qui se sont intéressées, je pense aujourd'hui à ce webinaire, sont les acteurs qui sont amenés à travailler sur le sujet de l'aide alimentaire et de la lutte contre la précarité alimentaire plus généralement, et donc qui ont des enjeux lorsqu'ils veulent organiser des activités pour pouvoir justement amener leur public, les bénéficiaires, les personnes concernées avec qui il et elle travaillent, à réfléchir sur leur alimentation, à faire éventuellement, au-delà de distribution des ateliers de cuisine ou de proposer la distribution de plats ou la conception de plats. Donc on voulait quand même rappeler qu'un élément fondamental, c'est déjà de s'assurer d'être bien en règle, on va dire, et d'avoir les bons réflexes vis-à-vis de la réglementation hygiène et sécurité des aliments, puisqu'on dit la plupart du temps il y a une forme de ce qu'on appelle la pyramide, le paquet hygiène, qui dit bien que pour toute action de distribution ou d'action liée à l'alimentation, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne traçabilité des dons qui sont faits, lorsqu'il y a transformation des produits, de bien s'assurer que les locaux dans lesquels sont stockés, transformés les produits sont bien dans les règles d'hygiène élémentaires, qu'ils sont également bien stockés au niveau des températures. Voilà. Il y a des bons réflexes qu'il faut avoir en tête. Alors, je ne vais pas
m'étendre longtemps dessus, puisque en plus, pour toutes les associations qui demandent une habilitation aide alimentaire pour avoir l'autorisation de distribuer et d'avoir accès potentiellement aux dons issus de la banque alimentaire, il y a un webinaire dédié spécifique qui va leur être proposé pour toutes les associations qui vont avoir cette habilitation à venir. Mais pour toutes les autres qui ont déjà leur habilitation, une petite piqûre de rappel est parfois importante. Et donc, du coup, tout simplement, en fait, il faut avoir des règles de bon sens, s'assurer toujours de bien respecter la chaîne du froid et du chaud, bien faire attention quand il s'agit de manipuler des denrées animales ou d'origine animale, où il y a des règles spécifiques. Le fait aussi de bien réfléchir à la manière dont vous organisez vos activités pour faire en sorte que les locaux soient propres, avoir des bonnes pratiques d'hygiène. Et donc pour ça, il y a des formations qui existent ou des données, des documents standards sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Qu'il est important de pouvoir aussi, lorsque vous avez des questions, repérer que vous pouvez vous adresser aux services en fait en charge de ce suivi au niveau départemental qui sont les DETSPP ou les Direction départementale protection de la population. Donc ça encore, on peut facilement trouver les coordonnées de ces instances, de ces services déconcentrés départementaux. Donc du coup, il y a aussi un impératif qui est tout simple, mais bien distingué aussi dans la gestion de vos stocks de produits et de voir quand les utiliser, ce qui doit ne plus du tout être distribué ou utilisé, c'est de bien distinguer les dates limites de consommation, où là, en fait, le dépassement de cette date, c'est impératif, il ne faut plus utiliser ou distribuer cette denrée, alors que ce qu'on appelle la date de durabilité minimale, qui, en grande surface, c'est marqué généralement à consommer de préférence avant sur les produits. Là, en fait, il n'y a pas une obligation de ne plus les utiliser. Donc, dans le fait de pouvoir organiser des distributions ou des ateliers, avoir cela en tête pour aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est important, mais surtout ne jamais prendre de risques et toujours vous fier à votre bon sens. Si en termes de texture, visuellement ou à l'odeur, vous avez des doutes, et même si vous n'êtes pas dans une date dépassée de date limite de consommation, n'utilisez pas le produit. C'est vraiment les b.a.-ba d'hygiène. Donc là, on rappelle les éléments fondamentaux sur les températures à respecter. Ayez tout simplement un thermomètre à disposition si vous avez des frigos. Écrivez les règles, mettez-les à disposition de tout le monde. On sait aussi que dans les associations, c'est pas évident avec beaucoup de bénévoles et de gens qui se croisent. Donc affichez, n'hésitez pas, pensez à afficher, même avec des choses écrites à la main, mais du moment que c'est accessible et affiché, ou des dessins pour faire en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde. Ne faites pas l'économie de ces... Et donc là, on vous a mis des liens si vous voulez aller plus loin vers les guides de bonne pratique qui existent. Donc là, des guides très institutionnels. Je vais vous mettre le lien aussi. Peut-être que certains ont vu passer cette offre de formation de la part de l'association du Loup Batas qui propose une formation spécifique. Donc là, ce sera plus orienté pour vraiment si vous êtes des associations, des personnes ou des structures qui aident vraiment dans faire de la cuisine avec la nécessité de former le ou les cuisiniers et cuisinières. Le lien, en fait, vous permet d'accéder à la proposition de formation qui a un coût, qui n'est pas gratuite, mais vous pourrez étudier toutes les possibilités de financement de ces formations et qui peut permettre de voir de quelle manière adapter les différentes règles du paquet hygiène à toutes les activités qui peuvent être portées par les associations de lutte contre la précarité alimentaire. Voilà, j'ai fait très court. Une fois de plus. Merci. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Nous passons la parole à Rémi Giorgioni, qui est assistant social au CCAS de Montsartou. Et il va évoquer les évolutions au sein de l'épicerie sociale qui permettent d'améliorer la qualité de l'offre proposée. Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, fonctionne. tout à fait. Okay. Oui, ça marche, pas de souci. Vous m'avez déjà présenté. Donc, je vais présenter un peu l'épicerie sociale, déjà, comment on en est arrivé à créer une épicerie sociale. Je reviens un peu sur l'historique. Et après, je vais vous expliquer la réflexion qu'on a eue au cours des 5 dernières années et
ce qu'on envisage de faire pour la suite. Donc on a créé l'épicerie sociale en 2011. Avant, on fonctionnait avec des bons alimentaires et des aides financières, chose qui était à l'époque quelque chose qui convenait pas aux travailleurs sociaux du CCAS. Donc on voyait mal l'accompagnement et bien souvent, des fois, les aides financières passaient dans les découverts, etc. Donc c'était pas une aide, on va dire, bénéfique pour les gens. Les personnes du CCS de l'époque, parce que moi je suis arrivé qu'en 2019, se sont intéressées à une épicerie sociale et donc ils ont pu faire des recherches et la créer et la monter avec le soutien de la mairie en 2011. Donc c'est le CCS qui gère l'épicerie sociale qu'on a nommé Robert Moreau, en l'hommage d'un des bénévoles, du premier des bénévoles d'ailleurs. Et donc après en 2015, on a déplacé l'épicerie sociale sur un lieu un peu plus, donc suite aux constructions, sur un lieu de plein pied, plus grand et plus adapté à recevoir le public. Donc l'épicerie sociale, comment ça marchait à l'époque. Donc c'est en grande partie avec l'aide de la banque alimentaire et des magasins affiliés en tripartite. Du coup, c'est souvent des invendus. Et du coup, voilà, la qualité des produits, jusqu'en 2020, avant le passage de la loi, les produits étaient quand même à 3-4 jours de la date de péremption, mais chose que la loi qui est passée, qui a été appliquée à partir de 2020, a accéléré donc la possibilité de mettre des produits directement à la vente dans les magasins à moins 50%, a amené une réduction des dons et en plus de la qualité des produits. Donc bien souvent, ils arrivaient à date limite. Voilà, la réflexion qu'on a eue à partir de ce moment-là, c'est en fait on est en train de transmettre des produits que tout le monde ne veut pas en fait, que personne n'a acheté. À partir de là, on a commencé une réflexion et donc la maison à l'éducation, à l'alimentation durable, donc un service de la mairie de Montsartou a commencé par une première étude sur les pratiques alimentaires et de ces résultats-là, on a commencé, moi-même, parce que j'étais responsable de l'épicerie sociale, j'ai commencé à prendre conscience que la qualité des produits qu'on donnait, c'était pas en accord avec la politique mis en place par la ville déjà, avec une idée de mieux manger. Donc à partir de ce moment-là, on a essayé de chercher comment faire pour améliorer la qualité des produits et l'approvisionnement des produits. Donc en 2021, on a pu rencontrer le directeur du Biocop qui est situé à Mougins. Il avait un soutien avec la fondation du fonds de dotation Biocop pour la mise en place d'un meuble vrac qu'on voit ci-dessus. Donc on a eu cette première aide de Biocop et ça nous a permis de pouvoir un peu réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec le magasin Biocop, de proposer des produits avec, on va dire, une meilleure origine, on va dire. Et surtout des produits qui ont été directement achetés, qui ne sont pas issus d'invendus. De là, on a noué un partenariat pour lequel on a fait du vrac et alimentaire, donc là vous voyez en photo, mais aussi du vrac hygiène. Donc vrac hygiène qui marche très bien, qui n'a pas eu besoin de beaucoup de motivation pour les gens. Ils ont compris le système tout de suite. Par contre, le vrac alimentaire, j'avoue, c'est une difficulté qu'on porte depuis 2021. On n'arrive pas à les inciter à réduire et à prendre plutôt en vrac plutôt que dans les sachets directement proposés en rayon. Donc de là, on crée un rayon bio, donc avec une offre bio directement dans notre épicerie et qui est alimentée par les collectes qu'on fait au Biocop Mougins, aux dons des gens, mais aussi aux dons financiers, don de denrées à hauteur de 1 500 € de la part de Biocop Méditerranée. Dans cette dynamique-là, on a vu passer un appel à projet de France Relance pour lequel on a pu réhabiliter tout notre matériel, frigo, congélateur, etc. Parce qu'on avait cette problématique de quand on avait des denrées, des fruits et légumes, les conserver, si on n'a pas de vitrines et de frigo adaptés, du coup ça dure beaucoup moins de temps. Surtout dans notre magasin, donc l'épicerie, en été il fait facilement 30 degrés parce qu'on est en plein soleil, c'est assez mal isolé parce qu'il y a beaucoup de vitres.
Donc du coup, avec cet appel à projet, on a pu s'équiper. Et puis après, une fois qu'on a pris goût à l'appel à projet, on a vu passer en 2023 l'appel à projet de Mieux manger pour tous, pour lequel on a essayé de participer à réfléchir à comment amener plus de proximité avec les agriculteurs, parce qu'on en a quand même un sur la commune, et surtout pour essayer d'avoir des fruits et légumes qui correspondent à nos standards qu'on met sur la commune au niveau de la ville qui a une régie communale qui fournit en légumes bio les cantines de la crèche au collège, il me semble. Donc du coup, on s'est dit, on va participer à cet appel à projet, on va essayer de réfléchir comment faire pour avoir des légumes de meilleure qualité à l'épicerie sociale. Du coup, on a pu se lancer et avoir un producteur local, donc Vidal en l'occurrence, pour lequel on a commencé à acheter directement les légumes à son étalage. Mais aussi, on a commencé à réfléchir à une commande groupée. Là, ce qu'on a fait, c'est que on regardait les légumes de saison que proposait l'agriculteur Vidal. Et du coup, on a commencé à instaurer une sorte de commande groupée. Donc, le jeudi, pour le jeudi d'après, il faisait une commande de légumes. Donc, sans trop mettre de quotas, mais surtout en éliminant tous les produits qui n'étaient pas de saison. Donc, on fait une première évaluation et du coup, les gens commandent. Et depuis, je dirais, juin 2024, tout fonctionne de cette manière, c'est-à-dire qu'ils commandent les légumes pour la semaine d'après. Donc ça a été mis en place à l'épicerie, mais dans l'idée, avec le Mieux manger pour tous, on a essayé de mettre les moyens et de réfléchir sur un égal accès pour tous de la même manière aux produits bio. Donc sur une idée de commande groupée qu'on est en train de questionner et de créer un collectif pour pouvoir monter cet appel à projet. Je reprends sur l'épicerie sociale. On était sur des produits frais, on va dire, qui étaient donnés par la banque alimentaire. Là, on a décidé de financer un peu plus. Enfin, la mairie a augmenté notre enveloppe pour pouvoir, du coup, faire une semaine sur deux des commandes de produits frais aussi. Donc, on a réuni les gens qui étaient bénéficiaires de l'épicerie pour leur demander quel était le produit qu'ils voulaient voir en priorité dans le frigo de l'épicerie. Et de là, on a sorti 7 produits frais de type crèmerie parce que c'était ce qu'ils voulaient. Et du coup, chaque semaine, tous les 15 jours, ils prennent une commande directement fournie par Biocop. Donc ça a un coût, mais pour autant, les produits ont des dates longues, sont de qualité, et du coup, on a essayé d'évoluer vers des commandes de ce type pour l'épicerie. Et pour gérer, on va dire, le stock, parce que commander, c'est aussi savoir ce qu'on va faire rentrer et les dépenses qu'on va avoir. Et du coup, de là, vu que ça fonctionne très bien depuis le mois de mi-juillet, donc on va essayer d'intégrer maintenant des produits d'épicerie sèche. Mais ça, pour l'instant, on va réunir le groupe dès que possible, le groupe de bénéficiaires, pour pouvoir voir quels produits en priorité on va commander. On a fait aussi plusieurs... oui, j'ai oublié le plus important. Par rapport aux commandes de légumes, etc., on avait fait un diagnostic auprès de notre régie communale en 2024 et il y avait plusieurs problèmes qui apparaissaient pour pouvoir fournir l'épicerie sociale en fruits et légumes, dont un équivalent temps plein, donc une embauche, il faudrait, et du matériel. Et donc, dans notre mise à jour de notre appel à projet Mieux manger pour tous, on les a intégrés et ils ont été validés. Donc, depuis le 15 juillet 2025, le CCAS a embauché un maraîcher et l'a mis à disposition de la régie agricole pour accompagner cette augmentation de production. Ce que ça touche au niveau en 2024, et on est à peu près sur le même ordre d'idée sur 2025. Pour notre commune de 10 000 habitants, on a 78 familles accompagnées. Ça fait à peu près 150 personnes. Il n'y a qu'un seul salarié qui est là une fois par tous les jeudis. Et il y a 4 bénévoles qui aident à faire tourner justement cette histoire de commande groupée et de choix des produits. Et là, j'ai fait un peu, sur le premier semestre, j'avais fait un peu des calculs de poids distribués. Alors attention, il faut prendre tout ça en poids, hein.
C'est-à-dire que en 2024, on n'avait que 7% des produits qui rentraient dans le stock qui étaient bio et dont 0% de fruits et légumes. Et là, on peut voir qu'aujourd'hui, on est presque à 50% et on est à 62% de fruits et légumes bio entrés en stock. En poids, il faut bien regarder, c'est pas en quantité, mais c'est en poids, on est à la moitié en bio. Donc on a fait une belle évolution parce qu'on était à 6-7% et maintenant on est vraiment à 46% avec une évolution à mon avis en fin d'année, on va être bien à 50%, voire plus. Voilà. Donc on voit les produits qu'on a achetés, on voit les frigos dont on a pu bénéficier. J'ai essayé de faire vite, je suis désolé, j'ai été un peu... Non, mais c'est bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Moi, j'en ai une, je me permets, Oui, j'ai levé la allez-y. main Oui. et du coup déjà bravo, même si on connaît déjà le projet et que on le trouve très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la complémentarité, en tout cas l'appui que vous avez trouvé en travaillant avec, on va dire, le PAT de Montsartou. Enfin, pour Montsartou, c'est la MEAD, la Maison de l'éducation et de l'alimentation durable, c'est ça? C'est ça. Puisque Montsartou, en plus, a la particularité d'être une commune qui a une ferme municipale, donc la fameuse régie dont vous parliez, que vous aviez C'est ça. réussi à construire un projet Mieux manger pour tous qui permet d'avoir un maraîcher dédié à l'approvisionnement finalement de l'épicerie. Donc moi, ma question, c'est qu'au global, du coup, le budget global qui vous a vraiment permis de changer complètement d'approche et de faire un énorme bond en volume et en qualité des produits. D'une part, le montant global et d'après vous, pour une association qui va démarrer avec pas forcément l'accès au financement important, c'est quoi les trucs qui peuvent permettre de commencer à amorcer cette démarche que vous avez construit là et comment est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait aussi chez vous en tant que Voilà, responsable du en fait, CCAS? le plus gros du démarrage, ça a été déjà que moi je prenne conscience, parce que bon, je suis assistant social. Quand je suis arrivé sur ce poste-là où je devais gérer l'épicerie sociale, premier objectif, c'était nourrir les gens. Bon, jusque-là, voilà. Et quand notre élu, Monsieur Gilles Perrol, que tout le monde connaît, je suppose, m'a dit dans 3 ans, il faut que ce soit 100% bio, j'ai rigolé. Voilà, j'ai dit jamais de la vie, c'est pas possible. Donc et là, l'air de rien, on est en train d'y arriver. Mais le premier à convaincre, c'était moi déjà. Donc une fois, j'ai été convaincu par finalement quand on a fait l'étude en 2020, quand la MEAD a fait l'étude et qu'on voyait que finalement tous les produits, c'était des produits de faible qualité nutritionnelle. Enfin, je vais pas reprendre ce qu'a dit le monsieur d'avant, mais bon, c'était des choses où on peut pas avoir conscience de ça. Moi, dans ma formation, j'avais pas conscience de ça. Ensuite, il y a eu, le premier déclic, ça a été celui-là. Après, on a dû réfléchir. Enfin, quand moi j'ai écouté les gens qui étaient à l'épicerie, quand il y en a certains qui me disaient qu'ils prenaient 10 kilos en étant à l'épicerie et qui n'étaient pas en déficit de calorique, je me disais, ça prouve que quand ils viennent à l'épicerie, ils prennent 10 kilos de plus. Ça veut dire que forcément, ils doivent prendre des produits qui leur font pas du bien. Donc après, avec ce déclic-là, j'ai pu commencer à avancer, à réfléchir à comment faire autrement. Et ça, c'est pas évident. Donc la première étape, ça a été de réduire, c'est horrible ce que je vais dire, mais de réduire les coûts qui sont juste pour faire beau. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent de la quantité et pas de la qualité. Donc il vaut mieux réduire les quantités, mais avoir des produits de qualité. Et du coup, forcément, quand on doit acheter, je prends l'exemple tout bêtement du partenariat qu'on a avec Biocop. Avant, on allait acheter, désolé pour Auchan, mais des produits d'hygiène Auchan individuels. On en avait pour plus cher que ce qu'on a mis en place là avec le vrac bio. Et donc, c'est des produits bio, des gel douche, savon noir, enfin tout ce qui est nécessaire, lessive. Et du coup, en fait, il faut toujours réfléchir de manière différente. Ça, c'est des choses qui sont assez difficiles parce que on est facilité par les coûts. Par exemple, la banque alimentaire a un dispositif, elle nous fait payer à moindre coût, c'est normal. Mais en même temps,
ben, on n'a pas le choix. Et des fois, quand on a le choix, on essaye de se diriger vers d'autres produits. Donc, on a eu ça aussi. Donc, moi, je pense que les choses à faire, c'est de chercher des partenariats et des partenaires, on va dire, qui ont des choses à gagner aussi, hein, parce que faut pas. Je pense que les magasins, ils le font aussi pour avoir de la publicité ou bonne conscience, je sais pas. Ou même des fois c'est juste pour faire bien, hein. Ils sont dans cette optique-là et c'est très bien, hein. Je sais qu'avec le magasin de Mougins, la Biocoop, c'est très bien. Il a cette conscience-là, en tout cas le directeur. Ensuite, malheureusement, nous en tant que CCAS, on dépend de la mairie. Et si la mairie, elle nous mettait pas les moyens de pouvoir faire ce qu'on veut faire, on pourrait pas le faire tout bêtement. Après, en ce qui concerne les budgets, je prends l'exemple tout bête, hein, quand je suis arrivé, on avait 4 000 € dédiés à l'alimentation. Là, j'en suis à 25 000. C'est plus la même. Mais on fait pas les mêmes choses. Après, ces 4 000 € que j'avais, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'il y a toujours le jeu des entrées et des sorties. Là, avec certaines subventions comme le CNES et le mieux manger pour tous via, du coup, ça compense un peu. Et au final, on va dire que je reste sur 11 000 €. Mais bon, c'est quand même un investissement. Et depuis que je suis arrivé en 2019, ça a triplé, voire quadruplé. Donc oui, il faut quand même mettre les moyens. Après, voilà, il faut arriver à trouver les bonnes sources et les bons partenaires. Mais ça vaut le coup, hein. Très honnêtement, je reprends aussi l'idée qu'avait développée la personne qui était avant. On leur a pas dit le bio c'est mieux, mais on propose plus d'autres légumes qui sont pas bio. Donc techniquement, on les incite, on les force, mais c'est en faisant ça, quand ils voient la qualité des produits, on se dit peut-être qu'il y aura le déclic après. Mais bon, ça, on essaye d'être le moins possible dans le jugement et on leur dit que leurs enfants ils mangent bio à la cantine, et donc du coup ça continue dans le même état d'esprit. Merci Rémi pour ces précisions. Oui, Peggy. Est-ce que je peux encore prendre 2 minutes? Oui, alors. On dépasse un peu de quelques minutes du coup. Non, je C'est voudrais ça. revenir par rapport et je remercie Florent Vieux de son intervention. Et du coup, je voudrais faire la connexion avec tout un travail qui a été mené par le parc naturel régional du Luberon et en portant le PAT. Et je crois que j'ai vu que Julie Rigaud était encore connectée si elle est là. Mais je pense que c'est intéressant de questionner ça puisque c'est important ce que disait Florent de dire d'abord, en tout cas, il ne faut pas opposer le fait que faut déjà que les personnes comprennent l'intérêt pour elles d'aller vers plus de fruits et légumes. Il y a quand même l'enjeu des pesticides et en tout cas pour les très gros consommateurs, ceux qui notamment ont des régimes végétariens, végétaliens, véganes, c'est un enjeu fort de ne pas manger des fruits et légumes uniquement issus de la production conventionnelle, où on sait qu'il y a plus de risques d'avoir des forts taux de pesticides avec des cocktails dont on ne connaît pas encore tous les effets. Et donc, sans vouloir apporter là un lieu de, d'achoppement. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant et je le remercie pour toutes les données qui amènent à nous apporter encore plus de grains à moudre et à apporter à nos argumentaires. Mais donc, je pense que ça pourrait être intéressant que Julie, elle précise juste, parce que je ne pense pas que tout le monde au sein, je profite de ce webinaire, pour présenter le livret qu'ils viennent juste de faire sur l'alimentation méditerranéenne. Et voilà, je me permets. Oui, alors Julie, je ne sais pas si tu souhaites Je suis là. évoquer rapidement le livret que vous avez élaboré sur l'alimentation méditerranéenne. Oui, merci Peggy de t'en faire le relais. Donc, j'ai vu que tu l'avais mis dans le fil de conversation. Donc, effectivement, le parc du Luberon a été lauréat d'un financement ministère de la Santé dans le cadre du PNA ces 2 dernières années. Et donc, avec Denis Léron, qui est donc nutritionniste et expert de la diète méditerranéenne, nous avons élaboré un document de vulgarisation scientifique qui vulgarise vraiment les données les plus récentes
intéressante entre l'alimentation méditerranéenne et la santé, mais aussi l'alimentation donc bio versus non bio et le lien avec les impacts sur notamment les maladies chroniques, etc. Donc ce livret, il est téléchargeable gratuitement et on peut aussi l'envoyer par la poste à ceux qui souhaitent avoir des documents papier. L'objectif, c'était vraiment ça. C'était pas, j'entends tout à l'heure la réponse de la personne qui a présenté. Notre but, c'est pas de faire peur. Bien que malheureusement la réalité soit très inquiétante. Mais par contre, c'était pour informer les consommateurs, mais aussi on trouvait que ce livret était un moyen très efficace d'intervenir auprès des collectivités pour justement agir auprès de la restauration collective. Que ce soit au moins dans ces entrées-là à la cantine qu'il y ait des évolutions. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, mais voilà. Merci Julie pour ces précisions. Nous arrivons à la fin du webinaire. Nous merci à toutes et tous pour votre présence à ce webinaire. Un très grand merci également aux intervenants pour les présentations de qualité et un remerciement tout particulier à la DRETS, la DRAF et l'ADEME. Et on vous rappelle aussi que donc, tous les supports qui vous ont été présentés aujourd'hui vous seront envoyés par mail, ainsi qu'une bibliographie réalisée par Gaëlle Lours spécifiquement pour ce webinaire. Et il y aura aussi un questionnaire d'évaluation qui va vous être envoyé juste après le webinaire et nous vous demandons de bien vouloir le remplir. Ça va nous apporter vos éléments d'amélioration et puis éventuellement nous parler de ce qui vous a plu tout simplement. Voilà, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne fin d'après-midi.